Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, c'est Madame Guesmiya Amina, professeure principale de français. Je vais essayer de résumer les cours des 2 trimestres afin de permettre aux élèves de réviser les leçons qui leur seront utiles le jour de l'examen. Donc, pour les filières scientifiques, vous avez 2 projets. Le premier projet qui s'intitule le récit historique et le deuxième projet qui est le texte argumentatif ou bien le débat d'idées. Et pour les lettres et les langues, vous avez 3 projets. Le premier projet, c'est le récit historique. Le deuxième projet, c'est le texte argumentatif ou bien le débat d'idées. Et le troisième projet, c'est le texte exhortatif. Entre parenthèses, c'est l'appel. Donc, j'ai essayé de résumer les cours en illustrant par des textes, ou si vous allez trouver en pièces jointes les détails. Et j'ai essayé de vous donner un modèle de compte rendu des 3 projets. Donc, je vous souhaite bon courage. Essayez de bien lire le texte et de bien répondre aux questions le jour de l'examen. Bonjour, pour mieux expliquer le récit historique, on a pris comme exemple le texte tiré du manuel de la 3e année, page 18, le texte qui s'intitule « La Société européenne d'Algérie ». Quand vous avez un texte devant vous, la première des choses, essayez de voir les éléments périphériques. On a le titre, la Société européenne d'Algérie, et le nom de l'auteur, Mahfoud Qaddech, et la source. La conquête coloniale et la résistance, Algérie, la maison d'édition Nathan Hénal et la date 1988 parce qu'on aura besoin de ça pour rédiger le compte rendu objectif. Donc, la deuxième des choses, essayez de numéroter les lignes. Numéroter les lignes. Maintenant, on passe au paragraphe. On a combien de paragraphes? On a 3. On a le premier parce qu'on a alinéa, c'est comme ça qu'on compte les paragraphes, le premier, le deuxième et le troisième paragraphe. On commence par le premier paragraphe. Donc, le texte commence par la colonisation entraînant l'intrusion d'un peuplement européen minoritaire à la mentalité de vainqueur, privilégié par ses droits de citoyen et la supériorité de ses moyens économiques et techniques. Le premier paragraphe montre l'intrusion des colons ou bien du colonisateur en Algérie. C'est une société européenne. C'est la colonisation qui a causé l'intrusion du peuple européen en Algérie. Deuxième paragraphe, on a parlé ce matin de la chronologie du texte, de la chronologie. Regardez bien. Le premier exemple, regardez, en janvier 1840, vous avez la première date. Après la date, on verra quoi? On verra l'événement. En janvier 1840, le nombre des Européens s'élevait à 250 000, installés principalement dans les grandes villes. Mais 44% seulement d'entre eux étaient français. Dans les préfectures de la métropole, on chercha par la publicité à recruter des ouvriers spécialisés et des colons. Maintenant, regardez la deuxième date. Ça, c'est la première date, l'événement. La deuxième date, de 1842 à 1846, arrivèrent, regardez le temps du verbe. On a le passé simple. On a déjà parlé de ça la séance précédente. Arrivèrent de petits propriétaires de province et du nord-est, de bons agriculteurs espagnols. L'auteur, qu'est-ce qu'il fait ici? Il cite, on a de bons agriculteurs espagnols, des Maltais éleveurs de chèvres, des Italiens maçons et surtout tâcherons. La troisième date, on a, en 1847, 150 000 immigrants s'installèrent. L'Algérie devint l'exécutoire des populations pauvres du nord de la Méditerranée. Dans le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Il nous donne des informations sur cette intrusion coloniale et l'arrivée du peuple européen en Algérie. Et chacun avait sa tâche. Maintenant, l'immigration était comment? Elle était bien organisée selon l'auteur. Maintenant, dans le dernier paragraphe, après la guerre franco-allemande de
70. Si vous avez remarqué, il y a une chronologie des dates, 40, 42, 47 et maintenant 1870. Paris offrit 100 000 hectares en Algérie aux habitants d'Alsace-Lorraine. C'est-à-dire qu'elle a donné des terres fertiles pour les Européens. Parallèlement à cette immigration organisée, c'est-à-dire déjà citée, précédente, la colonisation libre se poursuivait, c'est-à-dire la colonisation clandestine, c'est sans papier. La naturalisation accordée automatiquement aux fils d'étrangers renforça la faible majorité française et cimenta un bloc qui se définit par la supériorité de la civilisation sur la civilisation française, sur la civilisation musulmane, et l'infériorité des indigènes. Les indigènes, c'est les gens, c'est les en dessous, c'est les Algériens, par rapport aux citoyens français. Qu'est-ce qui fait l'auteur ici? Il est en train de faire une comparaison entre la civilisation française par rapport à la civilisation musulmane et l'infériorité des indigènes par rapport aux citoyens français. Donc, je voulais juste vous montrer qu'il s'agit d'un texte, d'un récit historique. Sa visée, elle est informative. La visée, elle est informative. Qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Il nous donne des informations sur l'intrusion de la société européenne en Algérie. Donc, l'auteur n'a pas donné sa trace personnelle. L'auteur ne s'implique pas. Il est absent. Il n'y a pas une marque de subjectivité ici. Donc, l'auteur, il n'a rien fait que nous donner des informations sur un événement bien précis. Donc, si vous connaissez Mahfoud Qaddesh, c'est un historien, ce n'est pas qu'un écrivain, c'est un historien algérien. C'est-à-dire, historien en arabe, c'est Mu'arrikh. C'est lui qui a écrit l'histoire d'Algérie. On s'arrête là, c'est juste un micro-texte pour vous montrer la première séquence qu'on a déjà expliquée le matin. Pour mieux vous expliquer la deuxième séquence qui s'intitule « Introduire un témoignage dans un fait d'histoire », on a pris comme exemple le texte tiré du manuel de la 3e AS, Histoire du 8 mai 1945. Donc, on fait comme on a déjà fait. La première des choses, c'est toujours le titre, c'est le paratexte, étude du paratexte, parce qu'on aura besoin de ça pour produire ou bien rédiger le compte rendu du texte. Vous avez le titre et la source. Le titre et la source et le nombre de paragraphes. Donc, Histoire du 8 mai 1945, ce texte a été écrit par Mahfoud Qaddesh. Donc, le texte comporte 8 paragraphes. On a le premier, ça c'est un chapeau, le premier, le deuxième paragraphe, le troisième, quatrième paragraphe, cinquième paragraphe, cinquième et sixième paragraphe, septième, 7 paragraphes. Pour mieux vous expliquer la deuxième séquence qui s'intitule « Introduire un témoignage dans un fait d'histoire », on a pris comme exemple le texte tiré du manuel scolaire de la 3e AS qui s'intitule « Histoire du 8 mai 1945 », écrit par Yousfi. Donc, la première, comme on fait toujours, quand vous avez un texte, essayez de voir le titre, le nombre de paragraphes et la source qui a écrit ce texte, l'œuvre et la maison d'édition et l'année d'édition de ce texte. Donc, ce texte, il se compose de 7 paragraphes. Regardez bien, on a Histoire du 8 mai 1945. Répression sanglante dans le nord constantinois. Donc, l'événement est bien précis. Regardez, on a une date et on a le lieu. Répression sanglante dans le nord constantinois. En arabe, c'est Shamel Qsantini. Ce jour, le premier paragraphe, ce jour du 8 mai, de grandes manifestations furent organisées par le PPA. Regardez bien la première phrase. On a le mot manifestation, mudaharat. De grandes manifestations furent. Ça, c'est aussi le passé simple. On a dit parmi les temps du récit, on a le passé simple. C'est l'auxiliaire être au passé simple. Furent organisées
par le PPA. Vous allez trouver la majorité des phrases dans un récit historique des phrases passives. On les appelle des phrases passives par nature. À travers tout le pays, l'Algérie revendicatrice, quand on dit l'Algérie, c'est tout le peuple algérien, revendicatrice défila en scandant dignement. À bas le colonialisme, vive l'Algérie indépendante, libérez Messali, libérez les détenus politiques. Regardez bien les mots que vous aurez besoin dans le texte historique. Vous avez le mot indépendance, hurriya. Vous avez le mot détenu, vous avez le mot détenu et prisonnier. C'est muhtaqalin, détenu muhtaqalin et prisonnier c'est sejin. C'est le mot qui sont récurrents dans le texte historique. Libérer Messali, ce sont, si vous demandez quelles sont les revendications du peuple algérien, c'est ça. C'est vous avez abat le colonialisme, vive l'Algérie indépendante, libérer Messali el-Hajj parce qu'il était déjà détenu parmi les détenus politiques, libérer les détenus politiques. Ce sont les revendications du peuple algérien. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, le deuxième paragraphe, à l'exemple du 1er mai, regardez qu'est-ce qu'il fait l'auteur, il fait une sorte de comparaison. À l'exemple du 1er mai, les manifestations eurent, aussi c'est le passé simple, c'est l'auxiliaire avoir, eurent un caractère pacifique. Eurent un caractère pacifique. Et partout où les forces de police ne s'interposaient pas. Tout se déroula dans l'ordre et le calme absolu. Le matin, quand on a parlé des temps du récit, on a dit que l'imparfait, c'est le temps de la description. Qu'est-ce qui fait l'auteur ici? Regardez bien. Il a dit partout où les forces de police ne s'interposaient pas. Ici, on a quoi? On a l'imparfait. Qu'est-ce qui fait l'auteur ici? Ça, on l'appelle le passage descriptif. Troisième paragraphe, puis l'auteur, il fait quoi? Il est en train de nous raconter des événements, il est en train de relater. Puis, ce fut la provocation, l'éclatement. Deux points. C'est à la suite de l'intervention des policiers et des soldats dans les villes de garnison que les bagarres commencèrent. Avoua Henri Benzet. Regardez bien le premier témoignage de qui? Le premier témoignage, c'est d'Henri Benzet. Ce matin, on a dit que si vous voulez faire la différence entre un témoignage ou bien un commentaire, c'est avec le discours direct ou bien indirect. Regardez bien, vous avez les deux points et les guillemets. On a ici un discours direct. Le premier témoignage, c'est, vous avez le verbe introducteur avoir, Henri Benzet. Ça, c'est le premier témoignage. Le colonna, animé par la haine et la violence, donna libre cours à ses instincts les plus bas. Les massacres atteignèrent le paroxysme de la tragédie dans le Constantinois. Farhat Abbas témoigna de Sétif, sa ville. Ça c'est le deuxième témoignage. Le 8 mai 1945 est un mardi. C'est le marché hebdomadaire. La ville de Sétif abrite ce jour-là entre 5 et 15 000 fleurs et commerçants venus des régions les plus éloignées. Ça, c'est le deuxième témoignage de Farhat Abbas. C'est juste pour vous montrer que pour repérer le témoignage, c'est à travers le discours direct ou bien le discours indirect. Dans cette cité, maintenant l'auteur du témoignage, il passe à la description. Dans cette cité, le cortège parfaitement organisé et autorisé par les autorités à son départ de la mosquée parvint sans incident jusqu'au niveau du Café de France. Là, aux alentours des cars chargés de policiers étaient postés et prêts à intervenir. L'inspecteur Lafont, habillé en civil, l'auteur il nous donne une description minutieuse de ce qui s'est passé le 8 mai 1945. Assis à la terrasse, les détails de l'établissement se leva, bondit et tenta d'arracher la pancarte. Une pancarte, en arabe, lefita. La pancarte
portant l'inscription « Abat l'impérialisme, vive la victoire des Alliés ». Les Alliés, les Alliés. Le porteur de la pancarte résista, c'est-à-dire résista, mais l'inspecteur lui tira 3 balles de pistolet dans le ventre. Les policiers qui encadraient le cortège se regroupèrent rapidement face aux manifestants. C'est là où le problème commençait. Face aux manifestants, alors le scénario se déroula furieusement et la fusillade commença. L'émeute gagna sétif. L'émeute, la loi martiale fut proclamée. Nul ne put circuler s'il n'était porteur d'un brassard délivré par les autorités. Tout autre Algérien était abattu impitoyablement. Le mot impitoyablement, c'est-à-dire il est sans pitié. Si vous avez aussi remarqué les indices ou bien les marques de subjectivité de l'auteur, on a parlé des adjectifs, le lexique péjoratif et amélioratif, des adjectifs et des adverbes, impitoyablement. La répression s'étendit à la périphérie, d'abord le petit centre de Périgauville, puis Chevreuil. Les troupes françaises quadrillèrent la région. Le ratissage, ça vient du râteau. Ratissage s'opéra sauvagement et sans frein. C'était l'hystérie. Tout se mêla et se confondit. Le sang appela le sang. Regardez bien les mots, l'implicite, le sang appela le sang. Tout indigène, citadin ou rural, loyaliste ou militant, était considéré comme une victime. Le mot victime aussi, qu'il fallait abattre sans pitié. Regardez le mot, impitoyablement, et c'est sans pitié, c'est le synonyme. À Chevreuil, les légionnaires du colonel Bordilla se conduisirent comme en pays conquis. Maintenant, c'est bon. C'est l'auteur, il nous parle de la suite, de la fin, après ce qu'ils font, après la répression sanglante et tout. Maintenant, le colonel Bordilla se conduisirent, ou bien c'est les légionnaires comme en pays conquis. La conquête et le mot conquis, c'était le droit au pillage. Le pillage est nahb, au viol, aux exécutions. Le mot exécution, peine de mort, couper les têtes, tout cela veut dire i'dam, aux exécutions sommaires, sous le vocable éloquent d'opérations de nettoyage. Des expéditions punitives furent organisées. On tirait sur tout, partout. De points, fillah, femmes, enfants, vieillards, tout tombèrent innocemment. Regardez bien cette phrase, je voulais revenir sur un point, on tirait sur tout, partout, 2 points. Qu'est-ce qui fait l'auteur ici? Parce que toujours les 2 points il exprime quelque chose. On a parfois, ça exprime, vous avez déjà vu ça en 2e année, les procédés explicatifs. Les 2 points parfois expriment une définition, explication, dénomination, etc. Là, il exprime une énumération. Il est en train d'énumérer. Il a dit on tirera sur tout, partout. Vous avez fait l'air. Quand vous trouvez 2 points, un mot ou bien une phrase, virgule, un mot, virgule, c'est une énumération. Fillah. Femme, enfant, vieillard, tout tombèrent innocemment. Un 2e adverbe qui montre la subjectivité de l'auteur. Les morts s'ajoutèrent aux morts sur les routes, dans les champs, au fond des vallées. Ce ne furent qu'incendies et charniers sous le ciel clair de mai. Donc, l'Algérie en marche, M. Yousfi, l'Algérie en marche, c'est l'œuvre. Enal, c'est la maison d'édition. Quand vous trouvez ED, c'est une abréviation de édition. Dar Nashr. ED veut dire édition. Enal, c'est la maison d'édition. Et l'année, c'est 1983. Là, on appelle PPA, c'était déjà mentionné dans le premier paragraphe. On les appelle des sigles. Sigles, c'est-à-dire on prend les initiales de la phrase. PPA, c'est parti du peuple algérien, ou bien parti national fondé par, c'est un parti, hizb, un parti nationaliste fondé par Messali el-Hajj. Donc, parce que c'est lui qui a créé le PPA. Donc, dans ce texte, qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Il nous a donné un événement, un fait d'histoire qui est le 8 mai 1947. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit 2 témoignages, ou bien un témoignage dans un fait, dans un fait d'histoire.
C'est ça le témoignage. La visée est toujours, elle est informative dans un récit historique. On prend maintenant le dernier texte. C'est un texte tiré, c'est un texte du bac 2014 scientifique. C'est un texte qui va vous montrer comment l'auteur analyse et commente un fait d'histoire, exactement ça. Et en dernier lieu, pour mieux expliquer analyser et commenter un fait d'histoire, qui est la troisième séance, donc je vous ai ramené un texte du bac proposé en 2014, pour les scientifiques. Donc, ce texte qui parle de la guerre en Irak. Ce texte se compose de 1 et 2, on a 3, 4, 5 paragraphes. Là, l'auteur, c'est une femme, il a été écrit par Rita. Elle a essayé de donner son point de vue sur la guerre en Irak. Donc, c'est un texte qui est présenté son titre. Regardez bien, hein, le premier texte commence par la guerre, regardez bien le mot, la guerre prévue contre l'Irak. C'est-à-dire ça n'a pas encore passé, c'est-à-dire prévu contre l'Irak, produirait le premier mot. Le premier mot, c'est produirait, c'est un verbe conjugué au conditionnel présent. Déjà montre l'implication implicite de l'auteur. Donc, la guerre prévue contre l'Irak produirait non seulement une catastrophe humanitaire et politique, ce serait, on a aussi l'auxiliaire être au conditionnel présent, ce serait encore un désastre économique et social. Deuxième paragraphe, aujourd'hui, plus personne ne croit que la démocratie et les droits de l'homme soient les enjeux véritables d'un conflit. Conflit en arabe, c'est As-Sira. Le conflit en Irak. On a déjà le mot. On a conflit et Irak. Le thème est déjà bien clair. En réalité, les États-Unis, vous avez le deuxième pays qui est les États-Unis, cherchent à asseoir leur hégémonie sur les plans militaires, politiques et économiques. Il s'agit pour eux, c'est qui? Les États-Unis. Eux, c'est le pluriel, de grandir à long terme les bénéfices de leur multinationale, du pétrole. Ils entendent donc installer des régimes pro-américains, quitte à ce qu'ils soient dictatoriaux. En effet, les gouvernements démocratiques risquent un jour de ne plus abandonner aux entreprises privées les recettes tirées de leur pétrole, mais de vouloir les affecter à la lutte contre la pauvreté nationale. Ce sont que des causes, ce sont que des faits causés par, ce sont qu'un prétexte qu'elle a utilisé ne sont qu'un prétexte pour coloniser l'Irak. Deuxième paragraphe, alors même qu'ils dépensent des milliards pour leur armement, le mot armement Tesselluh, et pour la guerre qu'ils s'annoncent, ni les États-Unis ni la Grande-Bretagne ne disposent de l'argent nécessaire pour lutter contre la pauvreté sur leur propre sol. Outre-Atlantique, c'est d'ailleurs l'un des plus solides arguments contre la guerre. Les coûts d'une guerre seront payés en premier lieu par les Irakiens. Regardez bien. La guerre, les coûts d'une guerre seront payés en premier lieu par qui? Par les Irakiens. Ce n'est pas par les États-Unis ni la Grande-Bretagne. Leur détresse sera indescriptible dans un pays mis à feu et à sang. Mais en Occident, la population entière fera aussi les frais du conflit, car l'argent investi dans la guerre manquera pour la sécurité sociale et la lutte contre la pauvreté. Au total, les travailleurs occidentaux paieront également pour la guerre des États-Unis contre l'Irak. Dans le troisième paragraphe, si l'Europe, là, l'auteur, elle nous a donné
une idée, des informations sur la guerre en Irak, comment les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fait pour coloniser ce pays, quelles sont les causes pour coloniser ce pays, les prétextes, etc. Maintenant, l'auteur nous donne son point de vue. Si l'Europe ne parvient pas à s'émanciper de sa dépendance politique vis-à-vis des États-Unis, tout progrès social, tout processus de réforme sociale s'en trouvera freiné. Regardez bien le mot, on a un adjectif, se trouvera comment? Freiné. Cette guerre est une mauvaise. Regardez bien le point de vue de l'auteur vis-à-vis de la guerre en Irak. Freiné, elle dit mauvaise. Ce sont des lexiques, un lexique péjoratif. Réponse au terrorisme, c'est-à-dire elle a. Cette guerre est une mauvaise réponse au terrorisme et son impact sera négatif. Le troisième adjectif, négatif. D'une part, le conflit ne fera qu'exacerber l'injustice sociale, la faim et la pauvreté sur terre. D'autre part, la crise économique mondiale s'aggravera encore. Ce n'est qu'en corrigeant les injustices sociales de la planète que l'on parviendra à instaurer partout une cohabitation pacifique. Regardez bien un quatrième adjectif qui montre l'implication de l'auteur. Le CIB s'oppose donc résolument à la guerre contre l'Irak et invite ses membres à participer le 15 février à la manifestation contre la guerre organisée à Berne. À sa séance d'hier, le comité de l'Union syndicale suisse a également décidé à l'unanimité de soutenir le message « Non à la guerre contre l'Irak, pas de sang pour du pétrole ». C'est bien précisé, la guerre était pour du pétrole. Et d'inviter ses membres à se joindre à cette journée d'action. Rita Chiavi, pas de sang pour du pétrole, conférence de presse donnée le 30 juillet 2003. Regardez bien, si on voit les questions posées le jour de l'examen, regardez bien, là, on va avoir là, non, on a la question, vous aurez toujours la question relevé du texte, 6 termes ou bien expressions qui renvoient à la guerre, c'est-à-dire le champ lexical de la guerre. Vous avez armement, colonialisme, etc. La 6e, normalement, non. Encore, 7e phrase, 7e question. Regardez bien la 8e question, parce que ce matin, on a dit que dans le commentaire, pour comprendre le commentaire, c'est-à-dire l'auteur va essayer de donner son point de vue dans un fait d'histoire. Par quoi? Par les adjectifs, par les adverbes, etc. Relevez dans le 5e paragraphe 3 adjectifs qualificatifs qui expriment la subjectivité de l'auteur. C'est quoi? Ça, c'est la modalisation. Ils peuvent vous donner une autre question, relever ou bien relever 3 modalisateurs qui montrent la subjectivité de l'auteur. C'est la même chose. Donc là, ou bien il vous pose une autre question, l'auteur s'implique implicitement, c'est-à-dire en cachette. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas relever du texte le je et le nous ou bien le on, mais implicitement. Le mot implicite, c'est-à-dire en cachette. L'implicite, c'est le sens caché. C'est-à-dire, vous allez relever automatiquement les adverbes, les adjectifs ou bien, comme on a déjà vu, le conditionnel. Tout cela montre que l'auteur est subjectif. Donc, dans le texte, le récit historique, vous avez le champ ou bien les termes qui renvoient à la guerre. Je vais vous mettre ça en pièces jointes. Et vous avez les temps du récit, vous avez le passé simple, l'imparfait et le présent historique ou bien présent de narration. Vous avez la modalisation, vous avez la visée communicative et vous avez la subjectivité et l'objectivité de l'auteur.